Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la formation et l'emploi dans le champ de travail social en Suisse. Ce webinaire vise à présenter la brochure La formation et l'emploi dans le champ du travail social en Suisse que vous pouvez trouver sur notre site web. Elle est née de la collaboration entre Camille Neff, un de notre responsables études, et Verena Keller, professeure éméritée de travail social et de politique sociale à l'HETSL. Le webinaire aujourd'hui est animé par Camille. Merci à toi, Camille. Alors donc bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour votre participation à ce webinaire. Donc je vais vous présenter le contenu de la brochure intitulée La formation et l'emploi dans le champ du travail social en Suisse. Donc c'est une brochure sur laquelle, comme Flavio l'a introduit, on a travaillé pendant plus d'une année avec Verena Keller. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parcourir cette brochure ensemble, notamment le contenu le plus important, et puis aussi vous inviter à une réflexion critique sur ce qui va vous être présenté. Tout d'abord, pourquoi avons-nous renouvelé cette brochure? Vous le savez peut-être, une première version de la brochure avait été publiée en 2018. Et on a eu cette réflexion au sein d'Avenir Social de vouloir la renouveler pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en 2017, Avenir Social avait lancé cette campagne pour la formation et des prestations de qualité en partant du constat que 53% des personnes engagées dans une profession du travail social ne disposaient pas de formation spécifique en travail social. Donc, c'est une situation très problématique et on avait envie de connaître l'évolution de ce chiffre à partir de 2024. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé à Avenir Social entre 2022 et 2024 sur le thème des conditions de travail, qui était un des thèmes prioritaires de notre association. Ça s'est fait aussi dans le cadre de nombreux débats sur cette question de la pénurie de personnel qualifié, dans le cadre notamment de restrictions budgétaires et d'une privatisation accrue du travail social. Et donc, c'est aussi autour de ces thèmes-là qu'on avait envie de replonger un petit peu dans cet état de fait, dans les statistiques, pour proposer une version actualisée de la brochure. Au niveau du contenu, la brochure se divise en deux grands chapitres, un dédié à la formation, où on revient sur l'histoire de la formation. On présente ensuite la formation au travail social et ses 10 diplômes. On présente également une évolution du nombre de diplômes qui est distribué chaque année. On a également quelques informations sur la formation continue et puis on revient à la fin de ce chapitre sur la question des professionnels qui exercent sans diplôme. Et puis dans un deuxième temps, on a ce deuxième grand chapitre sur l'emploi où là, on dresse un peu un état des lieux des établissements dans lesquels travaillent les professionnels du travail social. On parle également des caractéristiques des professionnels du travail social. Combien sont-ils? Qui sont-ils exactement? Et puis ensuite, on revient sur cette question des conditions de travail qu'on lie notamment à la pénurie de personnel qualifié, avant de conclure sur la question des réglementations dans l'exercice du métier du travail social. Donc on va un peu aujourd'hui retraverser ces différents chapitres de manière plus ou moins approfondie dans cette présentation. Avant de plonger encore peut-être un mot sur la méthodologie, comment on a travaillé. Donc, on a utilisé beaucoup la documentation d'Avenir Social qui existait déjà, aussi par le biais d'archives personnelles. On a aussi mené une petite enquête auprès d'employeurs et d'employeuses. Vous le verrez tout à l'heure sur la question des salaires. On a utilisé beaucoup de statistiques qu'on a compilées de manière différente. Et puis, on a aussi mobilisé des témoignages et des échanges avec les membres d'Avenir Social. C'est aussi un peu une différence avec la brochure précédente, c'est que celle-ci, elle veut apporter un regard un peu plus critique et puis elle veut aussi apporter et visibiliser la parole de nos membres sur certains sujets. Au niveau des sources, on a principalement mobilisé les statistiques de l'Office fédéral de la statistique. Elles sont disponibles sur leur site web ou bien on a aussi eu des échanges par écrit pour demander des statistiques spécifiques qu'on n'arrivait pas à obtenir directement en ligne.
Vous avez vraiment tout le détail dans la brochure, expliqué par exemple via des notes de bas de page, si vous avez des questions à ce sujet. Et puis, on s'est finalement encore appuyé sur des recherches et enquêtes publiées par des organisations fêtières, comme la SASA, la HESSO, les syndicats, etc. Donc, dans cette présentation, toutes les sources ne sont pas notées pour chaque slide, mais vous retrouvez évidemment tout le détail et le contenu et les références dans la brochure sur notre site web. Avant d'entamer ce premier chapitre sur la formation, un bref arrêt aussi sur les définitions qu'on a utilisées. Donc, quand on parle d'action sociale, on parle de l'ensemble des institutions, établissements, organisations qui fournissent des prestations matérielles et personnelles en lien avec la politique sociale. Donc ça, c'est une définition qu'on a repris de Knöpfel. Et puis, quand on parle de travail social, là, ça se corse un peu parce qu'il y a finalement beaucoup d'acceptation et de définition de ce qu'est le travail social. Et on le considère dans ce cadre de la brochure comme une notion générique qui désigne un ensemble de professions finalement qui lui ont été attribuées au cours de l'histoire. Aussi, définir les professionnels du travail social, c'est un grand challenge parce que si on prend comme exemple les statistiques de l'Office fédéral, il considère que 170 professions différentes font partie du domaine du travail social, sont considérées comme des professionnels du travail social. Donc ça montre vraiment l'éclatement finalement de ce champ. Et comme définition, on considère dans le cadre de cette brochure toutes les personnes qui exercent une profession considérée comme faisant partie du travail social, indépendamment du niveau de formation, du champ de travail, du champ professionnel et du profil de poste. Donc là, on diffère un petit peu de la position d'avenir social qui parle des professionnels du travail social comme des professionnels ayant une formation de niveau tertiaire. Et puis dans le cadre de la brochure, on a élargi un petit peu la définition, aussi pour faciliter la lecture et la compréhension, puisqu'on parle de tous les niveaux de formation. Donc on peut démarrer avec ce premier chapitre sur la formation, introduit par une citation de Manuela Widmer, qui est membre d'Avenir Social et qui nous explique pourquoi, en fait, elle a décidé de se former en travail social. Mhm. Et puis, pour débuter, c'est toujours intéressant de revenir sur l'histoire des formations. Donc, je vais être assez brève, mais pour que vous situiez bien, au début du XXe siècle, on a des premières écoles sociales, d'études sociales pour femmes qui ont été créées, notamment dans des villes comme Genève, Zurich et Lucerne. Et puis, ces premières écoles, elles étaient un petit peu gouvernées par cette idée de maternité sociale, dans le sens que les qualités qu'on attribuait aux femmes dans leur sphère privée, comme la douceur, l'empathie, pouvaient aussi être transposées dans leur activité sociale dans l'espace public. Ça a permis de légitimer, en fait, l'acquisition d'une formation supérieure pour les femmes à un moment donné dans la société où elles en étaient exclues. À noter quand même que cette ouverture professionnelle, elle est longtemps restée limitée quand même à des activités bénévoles et puis à des postes plutôt subalternes, tandis que les fonctions les plus prestigieuses et les mieux rémunérées étaient toujours réservées aux hommes. Ensuite, dans les années 1950, les hommes aussi, ils souhaitent se former dans les écoles d'études sociales, qui changent de nom d'ailleurs. On a aussi un développement des formations en cours d'emploi, des formations pour le personnel non formé qui est déjà en place. Les premières formations en éducation spécialisée, éducation de la petite enfance, animation socioculturelle, elles commencent à être intégrées dans les offres de formation de certaines écoles sociales. Juste dans les années aussi 1970, où là, les universités de Fribourg, Neuchâtel et Zurich proposent à leur tour les premières études en travail social. Et puis cette reconnaissance des formations, elle sera finalement tardive, puisqu'il faudra attendre les années 1990 pour qu'il y ait ce processus de double restructuration qui se mette en place dans les formations en Suisse, pas seulement dans le travail social, avec d'un côté cette réforme de Bologne de 1999 qui permet de réformer en fait le système de formation en Europe. Et cette déclaration de Bologne, elle va amener à la création des cycles bachelor en travail social dès 2005, suivi du master en travail social dans toute la Suisse. Et puis d'un autre côté, elle va aussi permettre de réformer la formation professionnelle avec la création de nouveaux diplômes comme un diplôme AFP,
donc une attestation fédérale de formation professionnelle, ou un CFC, le certificat fédéral de capacité, ainsi que la maturité, et puis les diplômes des écoles supérieures. Jusqu'à aboutir en 2022 à un dernier grand changement dans la formation en travail social, avec l'ouverture du doctorat à l'Université de Neuchâtel en partenariat avec 2 hautes écoles spécialisées. Donc voici un résumé de la situation actuelle de la systématique des formations en vigueur en Suisse appliquée au champ du travail social. On retrouve ces différents degrés du système avec le degré primaire, secondaire 1 qui correspond à l'école obligatoire, puis le degré secondaire 2 avec tout ce qui concerne les diplômes liés à un apprentissage et aux maturités, et puis finalement le diplôme tertiaire, le degré tertiaire B et A avec les hautes écoles. Donc aujourd'hui, en résumé, c'est possible d'étudier le travail social à tous les niveaux finalement, du degré secondaire 2 au tertiaire A. Et il existe ces 10 diplômes que vous voyez avec les petits chiffres en noir sur le schéma. Il existe donc 10 diplômes en travail social et ils sont tous professionnalisants à l'exception de la maturité spécialisée. Ça veut dire qu'ils préparent tous à un emploi. Notons encore peut-être que dans le tertiaire A, donc au niveau des autres écoles spécialisées universitaires, on est plutôt dans des formations généralistes qui préparent à l'ensemble des champs du travail social, alors que les apprentissages et les écoles supérieures, elles préparent plutôt à un champ déterminé. Euh, D'ailleurs, elles disent qu'ils ne relèvent pas forcément du travail social, mais du domaine social de manière un petit peu plus globale. Au niveau maintenant de l'évolution des diplômes, donc la réorganisation de ces formations que je viens de vous expliquer, elle a vraiment contribué à l'augmentation du nombre de diplômes délivrés dans le champ du travail social. Ce nombre, il a presque triplé en 14 ans, passant de 4 000 diplômes délivrés en 2009 à 11 000 en 2023. Donc ça concerne vraiment les 10 diplômes présentés précédemment. Et puis en 2023, on peut dire que plus de la moitié des diplômes délivrés, 58%, sont des diplômes de degré secondaire 2, donc qui correspondent aux apprentissages. C'est vraiment la plus grande part des diplômes en travail social. Il est possible que le nombre de diplômes de niveau HES, bachelor, il augmente de manière importante d'ici 2028 parce que les directions des hautes écoles de travail social de Suisse romande, elles ont décidé d'augmenter en fait le quota d'admission au sein de la filière bachelor de manière progressive pour notamment lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Mais voilà, ça reste un petit nombre, environ 200 diplômes supplémentaires par rapport à ces 11 000 délivrés chaque année. Pour conclure sur ce chapitre de la formation, on revient à ce chiffre marquant que je vous ai présenté en introduction en lien avec la campagne menée en 2017 par rapport à un nombre important de personnes exerçant dans le travail social sans diplôme correspondant. Donc, on a souhaité retrouver ces chiffres en fait dans le cadre de cette brochure et voir l'évolution. Donc, tout d'abord, peut-être vous dire que finalement, c'est pas possible de comparer les chiffres de la brochure précédente avec les chiffres actuels parce qu'il y a eu de nouvelles statistiques qui ont été mises en place au sein de l'Office fédéral de la statistique et donc il n'y a vraiment aucun moyen de comparer ces deux chiffres. Donc, on ne peut pas faire de comparaison, mais on peut voir qu'aujourd'hui, donc en tout cas pour les statistiques les plus récentes de 2022, on a toujours 45% des professionnels du travail social qui exercent dans le champ du travail social qui ne sont pas diplômés en travail social. Ça veut dire qu'ils ont d'autres types de formations, hein, les plus diverses possibles, boulangères, coiffeurs, économistes, etc. On en a cité quelques-unes sur la slide. Et donc, seuls 55% des professionnels ont vraiment une formation correspondante à l'exercice de la profession. Donc, ça laisse quand même quelques questions par rapport à la reconnaissance de la profession du travail social. Et c'est bien la problématique ici qu'on souhaite relever à travers cette brochure également, c'est que l'exercice de la profession du travail social n'est pas protégé. Ça veut dire que n'importe qui, avec n'importe quel type de diplôme, peut se dire travailleuse sociale, travailleur social et exercer dans ce champ-là, avec des possibles conséquences finalement sur la qualité des prestations fournies au public concerné, aux destinataires.
Et puis cette situation, elle est aussi problématique dans le sens que jamais, par exemple, un professionnel du travail social pourrait être engagé comme économiste, comme psychologue, comme infirmière. Donc il faut un petit peu relativiser aussi ce principe de flexibilité et puis d'interprofessionnalité qui est prôné comme une richesse. Mais selon nous, ça nécessiterait aussi une analyse un peu critique, dans le sens, est-ce que vraiment les compétences apportées par cette interdisciplinarité, par ces divers métiers, sont bien identifiées? Est-ce qu'elles sont bien investies de manière ciblée dans le travail d'équipe? Est-ce qu'elles sont bien ajustées aux besoins, des destinataires qu'on accompagne? Voilà, donc on n'a pas de réponse à ces questions, mais c'est des réflexions, qu'on ouvre. On peut passer maintenant, au deuxième chapitre, donc sur l'emploi, avec, cette, citation de Larissa Maté, une citation positive qui explique en fait ce qui lui plaît dans le métier d'assistante sociale. C'était aussi pour nous important d'apporter cette touche aussi de ce qui va bien dans le travail social et pourquoi c'est motivant de s'engager en tant que professionnel dans le travail social. Donc pour débuter ce chapitre, on s'est intéressé à savoir dans quels lieux, dans quels établissements sont engagés les professionnels du travail social. Donc, on a remarqué qu'il y avait une augmentation du nombre d'établissements dans le domaine de l'action sociale en général. En 2021, on en dénombrait 17 000 contre 13 000 en 2011. Et puis, on a aussi une augmentation du nombre d'employés qui est actif et active dans ces établissements. On était à 330 000 employés en 2021 contre 260 en 2011. Quand on parle des employés ici, on parle de tous les métiers, toutes fonctions confondues, donc pas seulement les professionnels du travail social. Et donc cette statistique, elle confirme la croissance du champ de l'action sociale, mais il faut un petit peu relativiser aussi parce que si on prend en fait tous les secteurs existants, le poids dans l'économie globale n'est pas bien lourd pour le travail social. Ça représente seulement 2,4 de l'ensemble des établissements. Donc ça, c'est un premier constat qu'on a pu faire. Un deuxième, on a voulu savoir si cet établissement dans lequel étaient engagés les professionnels du travail social étaient ce qu'on appelle des établissements du secteur public ou privé. Donc, on regroupe en 4 catégories, en fait, ces différentes formes juridiques, selon l'Office fédéral de la statistique. On a donc les établissements publics, donc, par exemple, des administrations cantonales, des entreprises publiques, etc. Et puis après, on a les associations, c'est un deuxième groupe, les fondations, et enfin les sociétés privées, donc c'est des coopératives, des sociétés simples, en nom collectif, et la grande différence, c'est que cette dernière catégorie des sociétés privées, elle se distingue des autres puisqu'elle s'inscrit dans une logique marchande. Ça veut dire qu'elle vise vraiment un bénéfice financier. Et ce but de bénéfice financier, il peut entrer en tension avec des prestations sociales délivrées, ainsi qu'avec les conditions de travail, parce que par définition, quand on cherche à faire du profit, on veut aussi minimiser les coûts de production. Et donc, ça a un impact sur les conditions de travail. Et puis, quand on se plonge dans les statistiques, comme on le voit sur la figure, on remarque étonnamment que la forme la plus courante des établissements de l'action sociale est celle des sociétés privées, donc à but lucratif, 39% pour les chiffres de 2021. Donc leur part, elle a triplé en 10 ans depuis 2011, au détriment notamment des associations et des fondations qui ont vu leur part diminuer. À noter, par exemple, que de nombreuses organisations dans le domaine de l'asile, de l'accueil des enfants, mais aussi de l'aide sociale, font désormais partie de ce marché économique. Et donc, l'impact reste encore à analyser aussi. Il ne faut pas cependant conclure que l'État y remplit un rôle mineur dans l'action sociale, parce que l'État y délègue en fait des prestations à ces établissements du secteur privé de différentes manières. Par exemple, souvent, on voit, ils délèguent via des mandats de prestation ou la mise à disposition de locaux. Enfin, il y a plusieurs manières, en fait, pour l'État de financer et de déléguer une partie des tâches à ces organismes privés.
De même, il peut aussi délivrer ou retirer des autorisations de fonctionnement, par exemple, selon des critères établis. Donc ça, c'est un deuxième constat qu'on a fait par rapport au lieu de travail. Ensuite, on en vient aux caractéristiques des professionnels du travail social. Donc, qui sont ces professionnels du travail social? On peut tout d'abord parler de leur nombre. Depuis 30 ans, le nombre de professionnels du travail social exerçant a plus que quadruplé, donc de près de 17 000 en 1990 à plus de 75 000 en 2022. Et puis, on s'est dit, mais peut-être que cette évolution, elle est en fait en lien avec une évolution démographique aussi. Donc, on a voulu comparer ces données. Et puis, on a remarqué que non, comme vous le voyez bien sur le graphique, la ligne des professionnels du travail social en bleu, donc la ligne en dessous, elle augmente nettement plus fortement que la population résidente en Suisse. Donc, il y a plusieurs aspects cumulés qui peuvent expliquer cette augmentation. On a par exemple des besoins accrus en raison du vieillissement de la population. On a aussi un retard de professionnalisation à combler dans le travail social. Si vous vous rappelez ce que j'ai expliqué en introduction avec cette institutionnalisation tardive de la formation, ça peut apporter des éléments de réponse de pourquoi on a une telle augmentation des professionnels du travail social. Donc, en soi, les métiers du travail social, ils continuent d'attirer un grand nombre de personnes, même si on fait face à cette situation de pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est plutôt un bon signe. Ces données, elles montrent qu'on est vraiment loin d'un démantèlement du travail social, comme on entend peut-être parfois. Mais ça permet tout de même pas d'affirmer que cette augmentation permette de répondre et de satisfaire à tous les besoins sociaux dans une qualité convenable, loin de là. Donc voilà, il faut toujours faire attention avec ces chiffres, à la manière dont on les comprend et dont on les interprète. Par rapport aux professionnels du travail social, on s'est aussi intéressé à la question du genre et de la nationalité. On a trouvé que c'était des données essentielles et intéressantes, puisque le travail social reste un champ professionnel attribué aux femmes, sans surprise, comme vous le savez probablement. En 2022, donc 3/4 des professionnels, 72%, étaient des femmes. Et puis, la proportion, elle varie vraiment en fonction du groupe de profession. Le domaine de l'enfance est tout particulièrement marqué par la présence de femmes. Elles sont 95% à y exercer. Pour nous, la question de la mixité dans le travail social, la mixité de genre, elle est importante puisque cette diversité, elle permet de contribuer à enrichir des perspectives et des approches dans les équipes. Elle peut aussi aider à faire avancer finalement l'égalité de genre. Par ailleurs, on s'est dit aussi qu'il n'y avait pas de statistiques existantes sur la représentation des professionnels aux identités LGBTQIA+, ce qui pourrait être intéressant aussi comme moyen d'analyse. Et puis, il est aussi essentiel de réfléchir à leur inclusion de ces personnes aux identités LGBTQIA+, pour mieux répondre aussi aux besoins d'une population diversifiée, du fait que leur expérience, elles peuvent aussi favoriser le dialogue sur des thèmes comme l'exclusion, la discrimination. Donc voilà, c'est un peu ces réflexions autour du genre qu'on a faites dans la brochure. Quant à la nationalité, euh, en fait, on a constaté que 12% des professionnels du travail social n'ont pas de passeport suisse, donc 12% des professionnels qui exercent. Et puis ce chiffre, il est de moitié inférieur aux personnes qui n'ont pas de passeport suisse dans la population résidente. Elles sont 26%. Donc, on s'est aussi interrogé sur cette grande différence. On peut dire qu'une faible présence de personnes qui n'ont pas de passeport suisse au sein des professionnels du travail social, ça peut nous interroger par rapport à l'accès à la formation et à la mobilité sociale de ces personnes-là. Ça peut aussi révéler une forme de faiblesse de connaissances, par exemple linguistique, ou de parcours de vie migratoire qui sont vraiment indispensables au travail social. Et on peut dans ce sens-là formuler aussi des hypothèses, comme par exemple qu'une présence plus forte de personnes sans passeport suisse pourrait favoriser le développement d'approches décoloniales et intersectionnelles dans le travail social. Et dans le même temps, ça pourrait aussi faciliter peut-être à relever des défis en lien avec la pénurie de personnel qualifié. Donc là aussi, quelques réflexions
par rapport à ces données chiffrées qu'on a obtenues pour 2022. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des caractéristiques donc du profil des professionnels, on s'est intéressé à leurs conditions de travail de manière générale, notamment au temps partiel. En Suisse, tout secteur économique confondu, les femmes, elles occupent des emplois à temps partiel bien plus souvent que les hommes. Donc, cette prégnance du temps partiel chez les femmes, elle n'est pas spécifique au travail social, mais c'est vrai que dans la profession du travail social, elle y est particulièrement répandue. Dans le champ du travail social, les femmes, elles sont plus nombreuses à occuper un emploi à temps partiel que dans l'ensemble des secteurs économiques. On est à 69% dans le travail social contre 58% dans l'économie suisse. Et puis chez les hommes, le temps partiel, il est aussi fréquent dans le travail social. Euh, mais du coup, ça nous fait dire que n'oublions pas qu'un poste à temps partiel est souvent synonyme de conditions de travail précaires, d'une couverture, pardon, sociale insuffisante, par exemple pour la caisse de pension, et puis d'obstacles à la formation continue et à la réalisation de la carrière. Donc, face à ces constats, on se questionne aussi pourquoi finalement les professionnels du travail social et les femmes en particulier travaillent à temps partiel. Quels sont les motifs? Qu'est-ce qui motive les personnes à travailler à temps partiel? Donc, il y avait une étude en 2023 qui s'est interrogée aussi là-dessus et qui arrive à la conclusion que pour 71% des diplômés en travail social, le temps partiel est un choix. Pour nous, cette affirmation, elle est problématique parce que tout emploi à temps partiel renvoie aussi à des facteurs structurels et sociaux. Notamment la prégnance du temps partiel chez les femmes, elle résulte aussi d'une répartition sexuée des rôles. En parallèle, on a des structures d'accueil des enfants qui sont insuffisantes, ce qui peut compliquer vraiment la conciliation du temps professionnel et familial pour les parents, ce qui incite plus de femmes à travailler à temps partiel. Et puis les salaires féminins, ils restent généralement inférieurs et toujours parfois considérés comme un complément au revenu principal du ménage. Donc ces facteurs sont aussi d'une grande importance pour comprendre et apporter un regard critique sur ce temps partiel. Et puis par rapport au temps partiel des hommes dans le champ du travail social, il est quand même plus favorable que dans d'autres secteurs. Donc ça peut constituer un attrait à la fois, mais ça peut être également une limite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, par ses incidences sur les salaires, la retraite et la carrière de manière générale. Toujours quand on parle d'égalité, on peut regarder cette égalité par rapport aux possibilités d'accès à des postes à responsabilité. On pourrait penser que dans le travail social, pour qui la question de l'égalité de genre est une valeur forte, on atteint cette égalité. Malheureusement, non. D'après l'unique statistique nationale dont nous disposons, les hommes, ils ont ce qu'on appelle ce bonus, c'est-à-dire qu'ils sont 3 fois moins nombreux que les femmes dans le champ du travail social à exercer, mais ils occupent plus souvent qu'elles des postes à responsabilité. Donc là aussi, des efforts restent à faire, aussi du côté des femmes, pour dépasser ce plafond de verre, comme on l'appelle, qui empêche les femmes d'accéder à des postes à responsabilité malgré toutes les qualifications et les compétences qu'elles peuvent avoir. Par exemple, les femmes, elles peuvent être moins considérées pour des promotions, par exemple, en raison de perceptions biaisées sur leur capacité à équilibrer les responsabilités professionnelles et familiales. Il y a aussi, par exemple, la question des réseaux professionnels qui sont souvent masculins, qui jouent un rôle crucial dans la progression de carrière. Et puis, les femmes peuvent en être exclues de ces cercles influents. Donc là aussi, il y a plusieurs hypothèses et pistes de travail pour améliorer cette situation, qui est le résultat de stéréotypes de genre et d'une division encore sexuée du travail, y compris dans le champ du travail social. On a aussi travaillé sur la question de la mobilité professionnelle. En Suisse comme ailleurs, la mobilité professionnelle, c'est un phénomène courant. Selon l'OFS, une personne sur 7 a changé d'emploi en 2023, après en moyenne un engagement de 5,6 années dans la même
entreprise. Et puis, on a voulu savoir ce qu'il en était dans le travail social. Pourquoi on a cette impression que les professionnels, ils changent vraiment fréquemment d'emploi. Et puis, on s'est basé sur 3 enquêtes dont on a eu à disposition pour comprendre les motifs qui conduisent à ce changement d'emploi. Donc, les 3 enquêtes, à l'unanimité, elles montrent que les conditions de travail dans le champ du travail social, elles sont souvent perçues comme lourdes par les professionnels. La charge de travail est élevée, le stress peut être chronique et l'engagement émotionnel important, qui amène à beaucoup d'épuisement chez les professionnels. Il y a aussi la question que certains professionnels se sentent mal intégrés quand ils débutent un emploi, avec insuffisamment de soutien de la part de l'équipe, des ressources humaines, de leurs responsables hiérarchiques. Et de fait, après, au cours de leur carrière, aussi peu de possibilités de développement personnel. Et puis, reste à noter que la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, elle reste compliquée. Ça, c'est des motifs qui ont été évoqués pour expliquer ce fort taux de rotation dans le champ du travail social. Ces études, elles mettent aussi en évidence que plus de la moitié des professionnels, ils envisagent une réorientation, donc de quitter aussi totalement le champ du travail social ou alors de se déplacer dans un secteur, en particulier, les personnes souhaitent quitter le secteur résidentiel, la protection de l'enfance ou le domaine du handicap, où là, on sait que les conditions de travail peuvent être particulièrement contraignantes. Donc, en conclusion, c'est quand même un phénomène courant dans le travail social comme ailleurs, mais c'est intéressant de s'interroger et de se montrer critique par rapport aux raisons qui poussent au changement, qui ne sont pas toujours des raisons très positives et sur lesquelles il est possible d'influer. Par rapport aux conditions de travail, un thème qui vous intéresse sûrement, c'est la question des salaires. On a voulu savoir quels étaient les salaires pratiqués dans le travail social et ça n'a pas été un exercice très simple pour arriver à des conclusions, voilà, le plus scientifiquement plausible. On avait tout d'abord sollicité, le Salarium, qui est un calculateur de l'Office fédéral de la statistique. Mais malheureusement, cet outil, en fait, il ne permet pas de connaître le salaire pour une profession donnée dans un secteur et un canton donné. Les critères, ils sont trop larges. On parle de groupes de professions. Donc, ce n'était pas possible de savoir, par exemple, pour un éducateur social de niveau HES, dans tel canton, quel est le salaire. Donc, la seule possibilité pour nous, c'était de mener un petit sondage, en fait, auprès d'employeurs, d'employeuses, en demandant les salaires qui étaient préconisés dans le règlement. Donc, on a choisi 4 grands employeurs, les États de Berne et de Genève, les villes de Bienne et de Genève. Vous voyez 2 exemples à l'écran sur les 4. Et on les a questionnés sur les professions pour lesquelles il existe des formations en travail social. À noter que là aussi, c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de contacts qui ont été faits pour obtenir ces informations. Elles n'ont pas été obtenues d'un premier coup. Il a fallu être un petit peu insistant. Donc, les données obtenues, elles montrent finalement, pour résumer, de grandes différences. Certains employeurs y versent des salaires identiques à plusieurs métiers du travail social pour différents niveaux de formation, alors que d'autres les différencient. Et puis les critères pour attribuer ces salaires, ils sont aussi différents. Pour certains, c'est l'âge et la formation qui sont déterminants. Pour d'autres, c'est plutôt la formation et les années d'expérience. Donc là aussi, c'est des critères qui varient finalement d'un employeur à un autre. Dans nos exemples, on a aussi la formation master en travail social consécutive au bachelor qui ne donne pas encore lieu à une classification supérieure. Donc finalement, les professionnels qui ont un master en travail social ou un bachelor ont le même salaire. Et puis, l'accès aux informations salariales, en fait, il a été facile à Genève parce que tout était accessible sur le web, sur Internet, de manière accessible au public, alors qu'il a fallu le demander dans le canton de Berne. Donc, pour résumer, il y a vraiment un manque de transparence par rapport à l'accès aux informations sur les salaires. Les salaires varient d'un secteur à l'autre, d'un employeur à l'autre, d'une profession à l'autre. Il existe une grande marge de négociation
quand on voit ces chiffres dans certains cantons. Et puis, des inégalités entre hommes et femmes sont très probables, mais elles sont difficiles à prouver avec les données qu'on a, puisqu'elles s'appuient, ces données, sur des règlements salariaux qui ne permettent pas de différenciation salariale entre genres. Enfin, le salaire ne dit pas tout non plus. Il faut aussi voir les conditions de travail qui accompagnent ces salaires en termes de vacances, d'horaires, de protection sociale, ce qui compte tout autant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les salaires. Un mot maintenant sur les conventions collectives de travail. Donc en Suisse, les conventions collectives de travail, appelées CCT, c'est aussi un instrument important pour améliorer et définir les conditions de travail dans un secteur donné, par exemple, ou dans une entreprise. Donc là aussi, comme dans la précédente brochure, on a voulu recenser de nouveau un peu les conventions collectives de travail dans le domaine de l'action sociale. On a pu en recenser 53. Et puis, à noter que l'étendue de CCT est très variable. Certaines, elles couvrent seulement un établissement, d'autres, un type d'établissement dans une commune, par exemple des crèches. Et puis certaines, elles s'appliquent à un champ professionnel entier, comme l'animation socioculturelle. Donc là aussi, il y a des très grandes différences. Certaines CCT, elles protègent les professionnels du travail social et d'autres, elles couvrent en fait l'ensemble du personnel, y compris les cadres, par exemple dans un établissement. Et puis, la quasi-totalité de ces CCT, elles sont co-signées par le syndicat SSP et puis Avenir Social Vaud en a signé 4. Donc, ces nombreuses CCT négociées, quand même, elles montrent l'engagement fort des professionnels sur cette question des conditions de travail avec les syndicats, avec les associations professionnelles. Donc, c'est un signe positif. Et puis, si ce thème vous intéresse, vous pouvez retrouver aussi la liste détaillée de ces CCT en annexe dans la brochure. Je vous ai parlé en introduction de la problématique de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Là aussi, on a fait quelques constats par rapport à cette brochure. Tout d'abord, pour introduire la pénurie de personnel, elle s'inscrit dans un double mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, on a les institutions du travail social qui peinent à recruter du personnel formé. Et puis de l'autre, elles sont aussi confrontées à une fluctuation importante du personnel. C'est ce que je vous disais par rapport à la mobilité tout à l'heure. Donc en 2023, la HESSO, la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, elle avait mené une enquête sur les besoins du marché de l'emploi en travail social. Et puis on ressort de cette enquête que plus de la moitié des institutions qui ont été sondées en Suisse romande, elles sont confrontées à des difficultés de recrutement. Pour vous donner un chiffre concret, en 2022, c'est pas moins de 277 postes de travail social qui n'ont pas été pourvus malgré leur mise au concours. Donc, naturellement, cette pénurie, elle a des conséquences négatives importantes, d'une part sur l'exercice du travail des professionnels en place, puisque ça augmente aussi leur charge de travail et ça péjore leurs conditions. Et ça a aussi naturellement une conséquence sur la qualité des prestations fournies au public cible. On l'a vu dans le canton de Vaud avec la fermeture d'une institution. Il y a aussi parfois une réduction des prestations fournies. Donc ça a des conséquences négatives directes. Et puis, encore selon une autre étude de Savoir Social, en 2023, 60% des offres ont pu être pourvues avec les qualifications demandées. Ça veut dire que 40% des offres n'ont pas pu l'être avec les qualifications demandées. Ça rejoint finalement toute cette réflexion sur la protection de l'exercice du métier et des conditions de travail. Donc, pour résumer, cette pénurie, elle n'est pas nouvelle. Depuis 2017, Avenir Social la pointe du doigt, mais c'est vraiment sa visibilité, son discours qui ont été davantage mis en avant ces dernières années. Et puis, ça reflète vraiment une réelle problématique dans le champ du travail social. Le dernier thème de la brochure, c'est la question des réglementations de l'exercice du métier du travail social. Donc, en Suisse, pour rappel, les diplômes en travail social sont protégés. Donc, les titres HES, par exemple, ES, accordés à une profession comme éducateur, assistant social,
nécessite la détention du titre pour utiliser cette mention, par exemple éducateur HES. Mais en revanche, l'intitulé et l'exercice des métiers du travail social ne sont pas protégés. En résumé, ça veut dire que n'importe qui peut se désigner soi-même ou être désigné comme travailleuse sociale, comme travailleur social, indépendamment du diplôme et des tâches dont il est chargé. Et puis cette situation, pour nous, elle nuit à la crédibilité et aussi à la fiabilité du travail social, puisque ça veut dire que n'importe qui peut faire du travail social potentiellement. Donc l'absence de protection de l'exercice des professions distingue le travail social d'autres professions similaires, comme la psychologie, les professions médicales. Ces professions, elles se sont battues pour imposer une réglementation nationale par des lois qui précisent le niveau de formation à avoir, ainsi que le devoir des professionnels, par exemple. Elles donnent aussi des autorisations d'exercice sous certaines conditions à remplir, et puis cette autorisation peut être retirée. Donc vraiment, ces réglementations, elles sont là pour défendre les intérêts des membres des professions et puis pour protéger aussi les patients, si on pense aux métiers du domaine médical. Et puis, dans le travail social en Suisse, on n'a pas du tout cette réglementation au niveau national ou cantonal qui réglemente l'exercice des professions. On a quelques réglementations quant aux exigences du personnel qualifié, parfois en rapport avec le nombre de destinataires. Mais ces quelques réglementations que vous retrouverez aussi en détail dans la brochure, elles sont plutôt liées à des conditions de subventionnement ou à des démarches de contrôle qualité. C'est plutôt des recommandations que des vraies réglementations. Et puis aussi, il faut noter qu'aucun de ces textes ne préconise 100% de personnel diplômé en travail social. Donc, l'absence aussi de cette protection des métiers, elle s'exprime plus simplement par une pratique assez courante que vous avez sûrement déjà vue. Dans les annonces, par exemple, pour l'engagement de personnel en travail social, il est souvent précisé qu'une formation équivalente ou similaire peut être acceptée, par exemple pour un poste d'éducatrice HES. Et cette pratique, elle signifie aussi une non-reconnaissance de la valeur des formations dans le champ du travail social. Et puis, elle pose question et elle ouvre sur un débat critique qu'on doit avoir par rapport à l'exercice des métiers du travail social. Donc, pour conclure finalement sur le contenu de ces 2 chapitres de la brochure, on a vraiment cherché à mettre en lumière la richesse d'un côté du champ du travail social avec des chiffres actuels, mais aussi la complexité et puis ce qu'on appelle un peu cet éclatement du travail social. Aujourd'hui, si le travail social bénéficiait d'une reconnaissance grâce aux réformes des formations depuis les années 1990, il reste encore confronté à ces défis comme l'absence de réglementation qu'on vient d'évoquer au niveau national, aussi un fort taux de personnes qui exercent sans formation spécifique, une importante pénurie de personnel qualifié et des conditions de travail encore difficiles, même si le secteur il est toujours en constante expansion. Donc cette brochure, elle se veut vraiment un outil pour encourager la réflexion, favoriser aussi des alliances stratégiques peut-être et inviter à une action collective entre toutes les parties prenantes du travail social. Voilà, j'ai terminé pour la présentation du contenu de la brochure et puis je réponds volontiers maintenant à vos questions ou à vos réflexions sur ce contenu.